Le vice-président des ventes internationales des avions commerciaux de la marque Boeing a échangé avec le président de la transition. Ce dernier souhaite apporter son expertise au Gabon en matière d'aéronautique. Vous le verrez. Le dossier de ce journal met un accent particulier sur le projet Pied-Pal, un projet qui devait permettre aux ménages du Grand Libreville d'avoir de l'eau en permanence. Qu'est-ce qui bloque? Les réponses dans quelques instants. Et puis, les agents du ministère du Commerce à l'École du Savoir, ces assises leur permettront d'acquérir des rudiments nécessaires afin de mener à bien leur mission sur le terrain. Ce sont les titres de ce 13h. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Un communiqué dans ce journal, le couvre-feu vient d'être levé. L'annonce a été faite par le général Okoyi Félicien, directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale. Je vous invite à suivre cette déclaration. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale informe les populations que sur les très hautes instructions de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, le couvre-feu est levé à compter de ce jour, mercredi 18 décembre 2024, jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national. Par cette mesure, le président de la transition veut offrir l'opportunité à l'ensemble de ses concitoyens de célébrer les fêtes de fin d'année dans la quiétude, la cohésion et la communion. Cette mesure marque également le souci constant du chef de l'État d'accompagner les opérateurs économiques de tous les secteurs. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité sont appelées à assurer l'ordre et la sécurité dans le respect de l'état de droit. Fait à Libreville le 18 décembre 2024, le ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée, Brigitte Onkadji. Parlons à présent de cette audience que le président de la transition a accordée au vice-président des ventes internationales des avions commerciaux de Boeing. En présence des représentants de Fly Gabon, le représentant de Boeing voudrait apporter son expertise au Gabon en matière d'aéronautique. Aline Dila et Igor Vunza pour plus de détails. Les questions de l'aviation et connectivité aérienne, longuement évoquées ici au cabinet du président de la transition. Accompagné des représentants de Fly Gabon, le vice-président des ventes internationales des avions commerciaux de Boeing est venu proposer au chef de l'État son expertise afin d'accompagner cette compagnie. Nous avons échangé sur la mise en place d'une compagnie aérienne nationale. Boeing et la compagnie aérienne vont travailler ensemble pour que Fly Gabon se développe, de telle sorte que la compagnie aérienne desserve plus de destinations. Les discussions sont en cours et nous proposons un ensemble de services, notamment la formation du personnel de Fly Gabon, des pilotes, la fourniture de nouveaux appareils au Gabon, la mise en place ou l'ouverture de destinations supplémentaires sur le continent mais également à l'extérieur. Le président a donné des instructions claires pour que la compagnie aérienne se développe davantage pour desservir le plus grand nombre de destinations possibles. Donc Boeing est ici pour aider à cela justement. Boeing, dont l'expérience n'est plus à démontrer dans le monde, compte démarrer son partenariat avec Fly Gabon à partir de l'année prochaine. La compagnie Boeing a une longue expérience sur le continent africain. Nous venons avec nos meilleures pratiques et notre expérience
Nous allons déployer nos équipes ici au cours du début de l'année prochaine pour que ceux-ci forment le personnel de Fly Gabon. Et au cours des 5-6 années à venir, nous travaillerons ensemble pour que l'équipe de Fly Gabon soit formée à l'opération des appareils de Fly Gabon. Et nous avons bien entendu les instructions du président de la République et nous ferons de notre mieux pour aller vite sur ce chantier-là. Boeing est la plus grande entreprise d'aéronautique au monde et le principal fabricant d'avions de ligne, de systèmes de défense, d'aérospatial et de sécurité. Il offrira ses services à notre pays, une plus-value dans le processus engagé dans ce domaine au Gabon, une démarche qui vise l'acquisition d'une flotte importante. Et le Premier ministre Raymond Donsima a présidé une séance de travail avec les membres de la nouvelle Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise. Il a par la même occasion installé le président de cette entité juridique, Balbin Ntsamonva et Peter Mafumbi pour le reportage. Aujourd'hui, nous avons besoin de franchir une étape supplémentaire pour mettre de l'ordre dans notre maison, pour faire en sorte que des pratiques qui ont commencé à avoir cours chez nous soient éradiquées. C'est par ces mots que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a procédé ce 17 décembre 2024 à l'installation du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise, qui a décliné son plan d'action à venir. Dans chaque administration qui a un intérêt direct à la lutte contre ce fléau, le ministère de l'Intérieur, au ministère des petites et moyennes entreprises, en passant par les affaires étrangères, la défense et autres. Donc nous allons avoir cette commission interministérielle pour effectivement commencer à mener les premières actions sur la base du décret et de la ratification de cette convention internationale pour continuer la lutte que nous avons commencé déjà depuis longtemps. La chargée du bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration se félicite de ce que les autorités de la transition aient pris le décret créant cette commission qui renforce la protection des droits humains et la lutte contre la traite des personnes. Le Gabon est classé sur la liste de surveillance et pour la 4e année successive que nous sommes sur cette liste de surveillance. Normalement, lorsqu'on est maintenu sur la liste de surveillance, après 3 années, on est rétrogradé. Et je puis vous le dire, sur les 12 recommandations que nous avons en ce moment, nous avons au moins déjà travaillé sur 10 recommandations, ce qui veut dire qu'il nous reste très peu d'efforts à faire pour passer à la catégorie 2. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons vraiment l'effort du chef de l'État, du Premier ministre, parce qu'ils ont vraiment œuvré déjà pour que le chef de l'État puisse signer ce décret. En établissant une structure dédiée à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, le Gabon se positionne en tant que défenseur des droits humains et envoie un signal fort quant à son engagement à éradiquer ce fléau. On parle également de cette double audience à la Cour constitutionnelle. Le président Dieudonné Abaono a reçu tour à tour une délégation des Nations Unies et celle de l'Organisation internationale de la francophonie. De part et d'autre, les échanges portaient sur le processus électoral à venir. Le point avec Wilfried Pigavwamba, Tsameyogo et Soni Elangima. Conduite par le représentant du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, la délégation des Nations Unies, en réponse à la requête du Gabon pour un accompagnement dans le cadre du processus électoral de sortie de transition, s'entretient ici sur cet aspect avec le président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes venus nous enquérir de l'état de préparation et des besoins de la Cour constitutionnelle et aussi essayer de voir quelle est la perspective de ce département dans le cadre du processus électoral en cours. Acteur majeur impliqué en amont, pendant et en aval des opérations électorales, la haute juridiction, par la voix de son président Dieudonné Abaono, en a profité pour définir les enjeux et l'importance du soutien sollicité inhérent à son implication en période électorale. Le président a révélé des besoins que nous allons prendre en considération dans notre rapport. Agenda de travail hyper chargé pour le président de la Cour constitutionnelle,
qui a accordé ensuite une audience à une importante délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, dépêchée par son secrétaire général à la demande des autorités gabonaises. Nous sommes venus écouter ce que le président pouvait avoir comme requête. Encore une fois, nous sommes là avec d'éminents experts de l'espace francophone. La suite logique de ces rencontres demeure le rapport que feront les représentants des dites organisations internationales à leur hiérarchie respective afin d'une appréciation normée et profonde des différents besoins spécifiques énoncés. Les membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ont reçu en séance de travail les membres de MAEP Gabon. La rencontre a eu lieu au siège de la Commission et avait pour but de revisiter la collaboration entre les deux institutions qui prônent pour la bonne gouvernance. Les détails avec Rodolphe Mukambi-Mboma et Prestine Ngueman. Pas très bien connu par les Gabonais, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, cet organe de l'Union africaine poursuit sa campagne de rencontre avec les institutions étatiques. Et l'échange de ce jour avec les membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite rentre bien dans cet esprit. Il s'agit là d'un outil d'aide à la décision, mis en place par les Africains, pour les Africains, en fait au bénéfice des Africains. C'est pratiquement une innovation africaine dans l'amélioration de la gouvernance des États africains. Le MAEP continental s'était proposé de venir en aide à la transition à travers l'évaluation ciblée entre l'existant et les avancées dans les mécanismes de bonne gouvernance, une ambition qui semble concluante. Nous allons chercher des instituts techniques de recherche au Gabon qui vont faire un premier travail d'évaluation gouvernance par gouvernance. Donc on a 5 secteurs de gouvernance. Ils vont essayer de voir par gouvernance quelles sont les failles et comment résoudre ces questions de gouvernance par gouvernance. Dès qu'ils ont terminé leur exercice d'auto-évaluation, notre maison mère, qu'on appelle le MAEP continental, basé en Afrique du Sud, vient avec ses experts aussi. Regardez exactement ce que nous avons fait. C'est-à-dire qu'il faut le même cheminement. C'est pour ça que c'était ici, on ne triche pas là-dessus. Au plus tard, en février 2025, le président de la transition pourra présenter à ses pairs son rapport d'évaluation sous l'assistance technique du MAEP. Le Gabon, qui a adhéré au MAEP en 2003, rentre dans une autre phase de son action ici, avec l'élection du Conseil national de la gouvernance en mars 2024. Dans ce journal, nous revenons sur l'épineux problème de l'absence d'eau dans les ménages du Grand Libreville. Nos reporters se sont rendus dans plusieurs arrondissements de la capitale gabonaise. Le constat est amer. Pour avoir de l'eau dans sa maison, il faut parcourir des kilomètres. Doris Kouskoulou et Médaringeng pour le constat. C'est dans ce puits de fortune que Johnny Ekogamenye, résident au quartier Lalango dans le 1er arrondissement de Libreville, s'approvisionne en eau. L'eau que je suis allé puiser au puits, c'était pour faire la vaisselle. Travaux dans la maison, nettoyer la maison et pour me laver ensuite. Le quartier est privé depuis plusieurs années du liquide précieux. Ici, tous les robinets sont asséchés. Il y avait une pompe, disons, je peux dire publique, qui était au niveau du boutiquier là au Caillou, mais depuis un temps, 2 à 3 ans, cette pompe-là aussi ne passe même plus. Comme là, c'est la saison de pluie, on a la chance, voilà, je m'approvisionne quand il y a de la pluie. Puis j'ai fait mes réserves. Constat identique au quartier Cocotier, où trouver le liquide précieux est un véritable parcours du combattant. Je n'ai pas les moyens non plus de me payer sur les personnels, quoi. Parfois c'est 7 000, 10 000, quoi. Donc je préfère aller à la pompe publique. C'est compliqué sinon, c'est compliqué pour les gens qui ont les toilettes dans les maisons. Une réalité bien triste qui amène les populations gabonaises à s'interroger sur le projet Piepal, présenté à l'ensemble comme la solution ultime face à l'absence d'eau potable dans le pays. Et l'on est à mesure de se poser la question de savoir à quel niveau du projet Piepal et pourtant des mesures avaient été prises pour améliorer le quotidien des Gabonais en matière d'eau. Jusqu'à présent, rien ne semble aller dans ce sens. On en parle avec Nathalie Oké et Richard Mobiwa. Pour mieux comprendre le problème d'absence d'eau dans les ménages du Grand Libreville, nous nous sommes rapprochés de la grande station de pompage du point kilométrique 5.
Sur les lieux, quelques employés des installations inopérationnelles. Pourtant, visiblement, les travaux de cette station sont terminés. L'infrastructure est en attente du lancement de ces activités qui permettront que les consommateurs soient alimentés en eau potable. Ici, le projet Piepal ne donnerait plus signe de vie. Du moins, les délais impartis seraient largement dépassés. Certains techniciens rencontrés hors caméra évoquent l'absence d'eau émanant de la Société d'eau et d'énergie du Gabon pour permettre à l'infrastructure de fonctionner. Cependant, les foyers sont sevrés du liquide précieux. Il faut quand même avouer que depuis quelques temps, ça s'est quand même calmé. On a des coupures, mais pas très réciproques. C'est-à-dire dans une semaine, on peut avoir 2 coupures ou une coupure. Il y a des perturbations d'eau. Nous sommes à Kanda, on n'a pas d'eau, Surtout notre zone au niveau du carrefour de la Paix, on n'a pas d'eau depuis près de 5 mois déjà. Les techniciens rencontrés sur le site n'étaient pas à mesure de nous fournir toutes les informations nécessaires. Il faut noter cependant que le gouvernement a sollicité auprès de la Banque mondiale un financement afin que le Grand Libreville puisse bénéficier d'eau courante en toute saison. Affaire Béarsal, on en parle encore. Le 7 octobre dernier, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État déposait une plainte auprès du tribunal de commerce de Libreville contre 3 banques pour complicité d'escroquerie. Une audience était prévue pour hier. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu. On en parle avec Filika Biyongo Moussavou. Deuxième report d'audience dans l'affaire Béarsal. Pour les 18 000 épargnants de l'ex-microfinance bâtisseurs de richesse, c'est un renvoi de trop. Toutes les banques se sont présentées, sauf encore une fois Orabank qui demande à nouveau un report parce que n'ayant reçu les pièces qu'il y a quelques heures. Il y a 3 mois, le Congrès des agents publics et parapublics de l'État lançait une démarche en justice contre 3 établissements bancaires pour, dit-il, complicité d'escroquerie subie les 5 années précédentes. Au Gabon, l'activité des établissements de crédit et de microfinance est régulée par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, en abrégé COBAC. Ainsi, Ecobank Gabon SA, Orabank Gabon SA, et UBA Gabon, ayant contracté avec Béarsal, une société d'existence illicite, au nom des agios à percevoir, constitue une violation flagrante de l'article 6 du Code civil gabonais ancien. Ses compatriotes ont désormais les regards tournés vers le 14 janvier 2025, nouvelle date fixée pour l'audience devant le tribunal de commerce de Libreville. Parfait Abouye Moulam Divassa, ministre du Commerce, a tenu une séance de travail avec les représentants des commerçants. Il était question de faire le point sur les problèmes qui minent le secteur et voir dans quelle mesure apporter des solutions. Pélagie Mbumba et Gisnjana pour les détails. Convoqué à une séance de travail avec le ministre du Commerce et des PME-PMI, les syndicats du secteur ont répondu présents. Il était question pour le premier responsable du ministère du Commerce de s'enquérir de la situation qui prévaut dans ce secteur. Alors, nous avons dit au ministre tout ce que nous avons comme dérive orchestrée par multiples administrations de contrôle. Nous avons demandé au ministre d'être notre interprète auprès des autres autorités, au premier chef desquels le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, pour regarder ce qu'il y a lieu de faire dans le cadre de notre secteur. L'une des problématiques abordées, le coût de la farine qui continue de grimper. Aujourd'hui, j'ai proposé à Madame le ministre, éventuellement, de revenir sur l'ancien prix qui était avant le Covid. Donc le prix de la farine qui était à 16 000 était monté à 19 000. Aujourd'hui, dans les normes des choses, ça doit revenir à 16 000 afin que le consommateur retrouve sa baguette d'antan. Autre point abordé, les contrôles des multiples administrations. Il y a 5 ou 6 supérettes qui sont scellées aujourd'hui. En réalité, les supérettes, il en figure beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et je lui citais aussi certaines supérettes qui sont fermées pendant 6 mois. Il y a 11 supérettes qui est fermée dans le quartier de Libreville à cause de les multi-contrôles.
Au terme des échanges, le ministre du Commerce a pris l'initiative de tenir des rencontres régulières avec toutes les parties prenantes afin qu'une issue favorable soit trouvée. Pendant ce temps, la Direction générale du commerce organisait un atelier de renforcement de capacité des agents sur la déontologie et l'éthique professionnelle, la maîtrise des procédures de surveillance et d'inspection de l'activité commerciale au Gabon. Cyril Bertrand Galico, Michel John Boudéguin. Améliorer le cadre d'intervention de l'administration du commerce à travers des agents respectueux de l'éthique professionnelle et outillés sur les procédures lors des opérations de contrôle organisées par la Direction générale du commerce, tel est l'objectif visé par cet atelier de renforcement des capacités des agents du commerce suite au comportement déviant et les insuffisances constatées chez certains d'entre eux lors des missions de contrôle. L'atelier initié par notre direction des inspections et du contentieux, une activité inscrite au titre du plan de travail ministériel et donc du programme gouvernemental. Donc c'est à ce titre que cet atelier vient à point nommé pour répondre aux exigences de l'heure et surtout de renforcer les capacités des agents. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces assises, notamment l'éthique et la déontologie professionnelle, la représentation commerciale conformément aux dispositions en vigueur, la réglementation du commerce extérieur en République gabonaise et les procédures de surveillance et d'inspection de l'activité commerciale, entre autres, pour qu'au final, les agents s'approprient les instruments de régulation de l'activité commerciale. Cet atelier prend fin ce 18 décembre 2024. En application des textes relatifs à l'organisation des transports terrestres au Gabon, le directeur général des transports terrestres, sur instruction de la tutelle, a procédé au lancement de missions de sensibilisation et de recensement des opérateurs exerçant dans les activités connexes au transport. C'est le colonel Moussa Voumondoukou qui a personnellement lancé cette opération en présence d'Arnaud Mbabokoun et Thierry Aldo Mondaka. Les travaux visités ce jour par les vénérables sénateurs de la transition à la Cité de la démocratie vont bon train. L'entreprise adjudicataire multiplie les équipes pour avancer dans l'exécution des tâches au quotidien. Nous travaillons 7 jours, le jour et la nuit, au-delà des pluies, selon le programme que nous avons. Ça peut varier, mais normalement, la même équipe travaille. Nous avons une équipe de béton, par exemple, qui travaille donc jour et nuit. Ça peut être la même équipe, comme ça peut être séparé. Sur toute l'étendue du chantier, 1300 employés se relaient, dont plus de 900 nationaux. Par rapport au contrat que nous avons signé, et nous percevons réellement nos salaires. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Le projet de construction moderne qui va accroître le développement infrastructurel du pays grâce à l'implication du président de la transition est apprécié par la première autorité du Sénat. Ça a été d'abord une grande émotion de voir les ruines et de l'incompréhension totale. Et puis après, fort heureusement, nous avons découvert la grandeur et demain la splendeur de l'œuvre que le président de la transition a entreprise. Là, c'est une action concrète de changement, de renouveau, de reconstruction du Gabon, et je dirais de restauration de cette institution. Et oui, nous pouvons l'appeler comme ça, qu'est la Cité de la démocratie. Elle va renaître de ses centres. Ce n'est qu'un début. Nous pouvons affirmer que cette entreprise a l'expertise qu'il faut et que demain nous allons découvrir une petite ville ultra-moderne parce qu'effectivement c'était une fierté pour le Gabon et demain ce sera une grande fierté pour notre pays. Débuté il y a un peu plus de 6 mois, le chantier sera livré en fin 2025, a rassuré la société Suma, l'entreprise turque commise à la tâche. Vous venez de suivre là les députés et les sénateurs de la transition qui étaient sur le site de la Cité de la démocratie pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le reportage était signé Jean-Augustin Zingui et Lubestar Lenyongo.
Ville, là-bas, le délégué spécial Viviane Gassita Rapochombo a lancé une campagne de salubrité dénommée les fêtes de fin d'année dans un environnement sain et convivial. Des précisions dans ce reportage de Blandine, Nyambo Indassi et Arnaud Mingué. Dans la perspective des fêtes de fin d'année, la propreté est un enjeu crucial pour le premier arrondissement de la commune de Libreville. Son délégué spécial, Viviane Gassita Rapochombo, a lancé une campagne de salubrité dénommée les fêtes de fin d'année dans un environnement sain et convivial. La mairie du premier arrondissement, en collaboration avec cette association partenaire, procédera du lundi 16 décembre 2024 au 28 décembre 2024 à une opération de curage des caniveaux, de désherbage, de ratisation et dans toute l'étendue de notre arrondissement. Être proche de sa population est pour elle capital et combien de problèmes réglés en une simple conversation. Elle dit bonjour, serre les mains des usagers. Femme douce, chaleureuse, séduisante et en même temps tenace et déterminée, elle a offert du matériel d'entretien à des associations afin d'améliorer les opérations de nettoyage de l'espace public. Nous, mairie du Mapan, du premier arrondissement, plus précisément à Pompidou, sommes heureux et remercions la mairesse. Lors de son lancement, le délégué spécial du premier arrondissement a souligné que ce mouvement s'inscrit dans la vision du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, en faveur de la propreté et de la protection de l'environnement. Pour Viviane Gassita Rapochombo, l'objectif est de résoudre le problème de la pollution des espaces publics. C'est un sentiment de joie d'avoir pensé aux jeunes du premier arrondissement pour rendre la ville propre. Avec l'incivisme de nos populations, si nous n'avions pas ce petit coup de pouce de la mairie, nous ne pouvons rien faire. Nommée déléguée spéciale le 8 février dernier, elle devient la première femme maire du premier arrondissement de la commune de Libreville. Âgée de 75 ans, Viviane Gassita Rapochombo est la plus âgée des délégués spéciaux de la transition. Camélien Toutoum Leclerc a présidé le 10e conseil d'administration de l'ENSED. Plusieurs experts des finances, de l'enseignement supérieur, les DCRH et les inspecteurs du second degré ont pris part à cette rencontre. Voici le point avec Nathalie Oké et Richard Mobiwa. Ce 10e rendez-vous du conseil d'administration de l'école normale de l'enseignement technique s'inscrit dans la logique du processus des réformes entamées par les tutelles de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. S'agissant donc de l'art formationnel, il est question de revoir des curricula, des spécialités et voir aussi l'offre de formation par rapport à la demande de l'éducation nationale. Tout comme à l'école normale supérieure, l'ENSET joue un rôle déterminant dans la formation des personnels qualifiés pour le secteur technique et la formation professionnelle, d'où l'urgence d'un retour aux fondamentaux. Les profils des enseignants, également le personnel administratif, et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de vacataires à l'ENSET. Il est nécessité de recruter et d'avoir des enseignants permanents. Après 52 années d'existence, l'arrivée de nouvelles filières devrait répondre aux besoins des entreprises. Parce qu'il est important pour nous que nous puissions avoir un programme bien clair et des curricula pour que nous puissions optimiser la formation des enseignants qui vont sortir de l'ENSET, que dès l'année prochaine, nous allons déjà ouvrir les CT, donc les collèges d'enseignement technique, parce que nous avons des besoins qui sont pressants. Pour rendre cette école supérieure plus efficace, l'éducation nationale, qui emploie ses agents de l'État, souhaite organiser désormais les concours d'entrée à l'ENS et l'ENSET via la DGEC, la Direction générale des examens et concours. Restons dans le même registre, les travaux relatifs au premier conseil de l'Université des sciences techniques de la santé se sont achevés sur une note de satisfaction. Plusieurs recommandations ont été adoptées pour la bonne marche de cet établissement supérieur. Patricia Lidi-Mouélé et Tito Mohamed pour les détails. Un premier conseil qui aura tenu toutes ses promesses, celui de l'Université des sciences et techniques de la santé. Les différents participants ont apporté leur expertise pour améliorer la qualité de la gouvernance et de la formation académique au sein de l'USTS. Les réflexions ont essentiellement tourné autour de 3 commissions, à savoir normative, financière, y compris pédagogique et scientifique. C'est ainsi qu'il a été recommandé, entre autres, de réaffirmer dans tous les documents à portée juridique la création et l'existence légale de cet établissement supérieur à spécificité militaire, la création de nouveaux départements, la validation de la méthode pédagogique et le plaidoyer auprès de l'ANBG pour bénéficier des financements spécifiques au regard de l'insuffisance de dotation budgétaire étatique.
sans omettre l'initiative d'une campagne de prospection pour établir des partenariats financiers à même de garantir d'autres sources de financement à l'USTS, d'où la nécessité de mettre sur pied une commission de réflexion pour trouver des partenaires. Les experts ont travaillé d'arrache-pied pour ces recommandations et l'occasion a été donnée au recteur de cet établissement, le médecin général inspecteur Milundia Jérôme, de remercier tous les experts, parmi lesquels les professeurs de renom à l'instar de Ngumi Lama, Nzenze et Ndonbian, qui ont abattu un travail remarquable ayant abouti à toutes ces conclusions. En sport, on parle encore du tournoi des brasseries qui est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est un véritable événement qui met en lumière le football camerounais. Il faut souligner que les athlètes sont bien logés et nourris. C'est ce que nous font dire Ruth Mignolet-Sanzo et Gérard Miyindou. Un sportif de haut niveau, c'est aussi ce qu'il mange. C'est pourquoi les organisateurs du tournoi des brasseries ont accordé une attention particulière à la nutrition du joueur. J'ai été contacté par le responsable du tournoi en fait. Ici, les joueurs de cette académie bénéficient d'un suivi nutritionnel personnalisé avec des repas équilibrés et adaptés à leurs besoins. On mange pour avoir la forme et puis on prend un peu du sommeil. Et à 16h, on a entraînement. Après les entraînements de 16h, on se lave. De 20h, on mange encore avant d'aller dormir. Les repas servis lors du tournoi sont riches en protéines, en glucides complexes et en vitamines, essentiels pour une bonne récupération et une performance optimale. Nous sommes arrivés à 5h40 et on est parti s'entraîner à 6h. On a couru 30 minutes, on a fait 45 minutes et après on a fait une séance d'abdos et de gainage. Ils sont tous prêts, ils ont tous le même objectif que nous, remporter le trophée et faire plaisir au peuple et à l'académie Norbert Singakadi. Le tournoi des brasseries est une compétition de haut niveau. En offrant aux joueurs une alimentation de qualité, les organisateurs montrent leur engagement à promouvoir un football sain et durable. Cet exemple est une source d'inspiration pour d'autres compétitions sportives qui pourraient à leur tour s'inspirer de cette bonne pratique. Toujours au Cameroun, le tournoi de brasserie bat son plein en offrant aux amateurs de football un spectacle sportif de haut niveau. La santé demeure primordiale pour les jeunes talents de l'Académie Norbert Singhatadi. On retrouve Ruth Mignolet-Sanzo et Jérémy Indou. La compétition, synonyme de performance, pousse souvent les athlètes à dépasser leurs limites. Une pratique sportive intensive sans les précautions nécessaires peut entraîner des blessures. Les jeunes joueurs de l'Académie Norbert Singhatadi en ont fait les frais. Certains d'entre eux ont dû bénéficier des soins et des conseils avisés du kinésithérapeute. Lors de matchs comme ça, les gars, parce que c'est des qui trichent. Donc si on voit que tu ne peux pas jouer, on t'enlève. Bon, si tu triches, on te met à côté. Mais je sens que le mal est vraiment profond. Il te fait te garder. Parce que le premier souhait, vous mettez la glace. Après, maintenant, le match, quand c'est le coup, maintenant, vous revoyez la douleur. Ces pépites du football, bien que motivés, ont compris que la santé était leur bien le plus précieux. En effet, une blessure, même mineure, peut compromettre leur progression et leur rêve de carrière. Ça va aller, je pense, parce que la première fois, il nous a amassé. J'ai eu mal au début, après, c'est mieux passé. Kiné m'a dit que je pourrais jouer, il suffira juste de strapper mon pied. Mais sinon, si on strappe mon pied, je vais pouvoir jouer. Le peuple ne s'inquiète pas. Le meilleur latéral du monde est en place. Le tournoi des brasseries est une vitrine pour le football local de la sous-région. Leur santé doit être une priorité absolue. L'exemple des jeunes joueurs de l'Académie Norbert Singhatadi est un appel à la vigilance pour tous les acteurs du sport. Ensemble, ils peuvent contribuer à former des athlètes performants et épanouis. Et pour la fin, le ministère du Tourisme continue sa campagne d'identification des sites touristiques. L'équipe a déposé ses valises dans le Septentrion, plus précisément dans les villes de Bitam et Mindik. Voyageons avec nos reporters Arnaud Manza et Ludovic Bitégué. Nous voici dans le chef-lieu du département d'Untem, Bitam, dans le nord du Gabon. Bitam, c'est Bitam Nkoboyem, le père d'Ondonkou, qui était un guérisseur traditionnel à partir de 4 puits. C'est pour cela qu'on appelait Bitam. Dans cette métropole moderne,
il y a un arbre situé au sein de la mairie aux feuilles toujours vertes, quelles que soient les saisons, dû à une histoire qui lui est propre. Pour la ville de Bitam, on a enterré un homme vivant, Monaye Moussomo, à l'endroit même où se trouve le grand arbre qui est devant le conseil municipal pour immortaliser le nom de Bitam. Le lendemain, alors que la délégation est sur le chemin du retour, le site des Doc City, un Viens-Feu, dans le département de Lokano, attire son attention. Le site où nous sommes présentement, ce n'est que la suite de ce que vous avez vu déjà à Minzik, le complexe culturel Zambora de Zok. Donc c'est la suite du musée à ciel ouvert. On a là les masques du Gabon. La cité elle est faite tout en bois. Toutes les maisons ici présentes sont faites à une essence de bois de chez nous. C'est sur cet espace intégré au patrimoine culturel et touristique national que le chef de la mission fait le point de cette phase d'identification qui aura duré 10 jours dans le Wellington. Les objectifs ont été atteints parce que nous avons identifié purement le fort potentiel. Mais il y a aussi des ressources naturelles qui sont aussi non négligeables. Après cette étape, viendra la période d'aménagement des potentiels sites touristiques répertoriés avant d'accueillir les touristes. Son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Pascal Ogowe-Sifon, après avoir effectivement fait un état des lieux, aujourd'hui il apporte une solution durable. Convaincu que le Septentrion renferme un océan de merveilles touristiques, les membres de la mission d'identification reprennent la route sur un air de satisfaction. Ici sur ces images que se referme cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et à demain lorsqu'il sera 13h.